Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Francis Metzger. Bonjour Francis. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ben oui, on s'était vu au théâtre de la Balsamine, mais il y a déjà très longtemps. Il y a quelques années. Alors justement, ce matin, je savais que j'allais te voir et je me dis, tiens, Francis Metzger du bureau d'architecture MA2. Alors M pour Metzger, A pour architecture et 2, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Ben, c'est MA carré, le logo c'est un carré rouge, et Oui. donc MA carré, il me semblait que c'était utile de le représenter comme ça. Tout à fait, donc c'est par rapport au logo. On est ici dans un bâtiment exceptionnel, un bijou d'architecture qui s'appelle donc la Villa en Pin. On est sur l'avenue Franklin Roosevelt. Comment est-ce que tu as découvert la Villa en Pin? Eh bien, comme souvent dans des projets comme ceux-ci, on rentre dans un immeuble et cet immeuble était totalement dévasté. Alors aujourd'hui, tous ceux qui rentrent ont l'impression que tout a toujours existé comme ça. Mais non. C'était loin d'être le cas. Pas du tout. Alors, il faut se reporter en quelle année pour la création de la Villa en Pin? Alors c'est en 1930 que le projet démarre, Oui. et c'est un projet de Michel Pollack, l'architecte Michel Pollack, Oui. à la demande de Louis Ampin. Alors Louis Ampin a une vingtaine d'années, il est tout jeune, il fait des études à la Sorbonne, Son père vient de décéder. vient de décéder, D'accord. et donc il hérite d'une fortune avec son frère Jean, qui est une fortune colossale, et pour s'inscrire dans la bonne bourgeoisie bruxelloise, il sent qu'il a besoin d'un lieu de réception extraordinaire, et donc il s'adresse à l'architecte le plus connu, ou un des plus connus de l'époque, qui est Michel Pollack. En 1934, l'immeuble est fini, il est Oui, inauguré oui, en oui. grande pompe, mais déjà Louis Ampin a d'autres objectifs. Il part pour le Canada, pour le Grand Nord, et autant la famille a fait fortune en Afrique, lui souhaite développer sa fortune au Canada. Et par contre, ce qui l'intéresse, c'est l'art, c'est les arts décoratifs. En 1937, il cède ce bâtiment pour en faire un musée des arts décoratifs. Et ce musée des arts décoratifs va durer, je dirais, peu de temps dans la mesure où la guerre est déclarée. Et après-guerre, le bâtiment va être cédé à l'ambassade de l'Union soviétique. Ce qui ne plaira pas à Ampin. Ah non, ça ne plaira pas à Ampin, qui va faire un procès à Et l'État donc, belge. qui va faire un procès, qui va récupérer son bâtiment, et puis de propriétaire en propriétaire. Un propriétaire connu ces dernières années, c'était RTL. Petit à petit, le bâtiment va perdre de sa superbe, et et puis il va même être abandonné. Abandonné, mais surtout vandalisé. On va perdre des éléments significatifs de ce projet. Il y a quelques années, je rentre dans ce bâtiment qui ne ressemble plus du tout, évidemment, au bâtiment de 1934. Chaque occupant l'a modifié, l'a altéré. C'est un peu la vie de tous les bâtiments. Et il nous appartient à ce moment-là d'essayer de comprendre sur quelle œuvre on travaille. Et qui est le nouveau propriétaire alors à ce moment-là? Alors le dernier propriétaire, c'est la famille Bogossian qui veut en faire une fondation, la fondation Bogossian, qui sera un projet ouvert au public et qui a comme objectif d'ouvrir ce bâtiment pour en faire un musée, rapprochement Orient-Occident. Et donc c'est le dernier projet, c'est le projet en tout cas qui va permettre à ce bâtiment de revivre et de faire en sorte que chacun puisse le visiter aujourd'hui. Le bâtiment a été acheté pour pas grand-chose, 3,5 millions d'euros par rapport à la superficie, par rapport à l'avenue, etc. C'est pas grand-chose. 6 millions de travaux quand même. Mais bon, c'est un bijou. Alors on va un peu décortiquer ça si tu veux bien. Je ne sais pas par où commencer. En fait, on va déjà un peu se bouger. On était ici dans le salon intime de monsieur. On va arriver alors ici dans le grand hall qui est recouvert d'une verrière. Donc, le grand hall avait perdu aussi de sa superbe la verrière était occultée, donc le bâtiment avait perdu de sa lumière. Alors la lumière, c'est toujours un élément fondamental d'une œuvre architecturale et certainement de celle-ci, puisque quand on regarde les œuvres, enfin les dessins de Michel Pollack, on voit tout de suite qu'il y a une volonté de construire des perspectives et d'avoir un avant-plan, un arrière-plan, et à chaque fois la lumière vient bien par le haut et fait qu'il y a des séquences visuelles. C'est un peu comme un travail cinématographique où il
il y a vraiment différents éléments artistiques comme les ferronneries qui sont hallucinantes de beauté et qui vont apparaître en contre-jour. Donc la lumière est un élément fondateur de la qualité de ce bâtiment. C'est ça. Justement, tu parles de ferronnerie, je propose qu'on aille les voir. Qui a construit ces ferronneries qui sont juste devant nous, ici, le portique que l'on voit? Alors, les ferronneries sont attribuées à Edgar Brandt et Alfred François. Dont on peut voir même certaines signatures. On voit les signatures d'Edgar Brandt qui sont présentes encore aujourd'hui. Et donc, ces signatures ont été retrouvées au moment où on a fait l'ensemble des travaux d'analyse du bâtiment. Il faut savoir qu'à un moment donné, on démarre sur une œuvre comme celle-là, on ne la connaît pas du tout. C'est-à-dire qu'on a bien quelques photos d'époque, on a bien, je dirais, quelques documents qui vont nous permettre de savoir plus ou moins ce qui s'est passé. Mais ce qui est fondamental, c'est de connaître toute son histoire et surtout toutes les situations de ce bâtiment, donc pour arriver à déterminer la situation de 1934 et toutes les situations ultérieures. Et donc ce sont des mois d'analyse, de recherche. Alors c'est 6 mois de recherche historique, on a plusieurs centaines de pages, Carlo Chapelle a fait un boulot hallucinant de précision. Et pendant que les analyses historiques sont en place, il y a un travail in situ qui doit... C'est un peu comme un enquêteur de police qui débarque ici et qui doit savoir tout ce qui s'est passé. Ou comme un anthropologue qui va découvrir un morceau d'os et de cet os-là, il doit reconstruire tout un ensemble. Absolument. On est un peu comme celui qui découvre, je dirais, un livre où il manque toute une partie de pages et on doit réécrire les pages manquantes. Mais je dirais que l'anthropologue, lorsqu'il va découvrir son morceau d'os, il va construire le reste avec du plâtre ou quelque chose. Ici, tu ne peux pas faire la même chose. On a par exemple les vitres qui sont juste au-dessus de nous, ou les marbres, ou également les bois des portes. Donc on a des matériaux extrêmement rares et extrêmement nobles. C'est les plus beaux matériaux que l'on puisse trouver à l'époque sur le marché. Et il te faut retrouver exactement les mêmes pour reconstruire la même porte ou le Alors, la première chose, c'est de connaître l'œuvre. Une fois qu'on connaît l'œuvre, on a déterminé toutes les essences, toutes les matières. Et on se rend compte qu'on a affaire aux plus grands artisans de l'époque, mais aussi aux matières les plus extraordinaires et les plus rares. Alors évidemment, quand on trouve du manilcara du Venezuela, il n'y a plus de manilcara au Venezuela. Comme aujourd'hui, il n'y a plus d'acajou à Cuba. Donc on va avoir un problème pour trouver les matières et on va avoir un problème pour trouver les artisans. Les artisans, quand on fait le tour de l'Europe... Pour finir, on les trouve plus facilement. On les trouve plus facilement que les matières. Alors on a trouvé une bavaroise pour restaurer le plafond vitré. Oui. Il manquait des panneaux. Des panneaux de verre, il en manquait 3. Donc on a pu d'abord identifier les techniques et l'artisan qui était capable de le faire. Il n'empêche qu'il fallait retrouver le verre. Et un verre de 9 mm de cette qualité, on ne les fait plus aujourd'hui. Donc il faut aller faire les bibliothèques de vitriers d'art. On a retrouvé un 6 mm, un 6 mm, donc un tout petit peu plus fin, mais ça ne se voit pas aujourd'hui. Donc l'œil non averti ne peut absolument pas découvrir aujourd'hui les pièces rapportées des pièces d'origine qu'il a fallu aussi restaurer. C'est ça. On va encore un peu bouger parce que reconstruire à l'identique, il faut également rénover avec les problématiques d'aujourd'hui. Donc par exemple... Et de programmation. Et de programmation. Donc par exemple, aujourd'hui, il faut des luminaires, il faut une domotique, il faut un ascenseur, il faut des toilettes pour le public. Est-ce que ça, c'est ta part d'intervention dans l'œuvre de Pollack? Alors, l'architecture, quel que soit le travail sur lequel le lieu sur lequel on va travailler, c'est toujours une rencontre entre deux choses. C'est toujours une rencontre entre un programme, on vient de le dire, bâtiment ouvert au public, avec des visiteurs, avec une sécurité incendie, et puis un lieu. Alors, le lieu, ça peut être un terrain vague, et on fait ce qu'on appelle de l'architecture contemporaine. Le lieu, ça peut être un bâtiment d'Horta ou un bâtiment comme celui-ci, qui est un bâtiment extrêmement d'une grande qualité. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire ensemble, de mettre ensemble, d'envisager une situation qui sera, c'est ça la notion de projet, c'est peut-être ce qui caractérise notre métier, c'est de faire des projets. Et donc, on va essayer de mettre ensemble une programmation et un lieu.
Et généralement dans une période donnée, parce qu'on doit toujours savoir qu'il s'est toujours passé quelque chose avant nous et qu'il se passera toujours quelque chose après nous. Alors ici, c'est une conversation avec un architecte qui n'est plus là. Et on va essayer de construire cette conversation avec un objectif. Cet objectif, c'est la résonance, c'est la cohérence de l'œuvre. Et de faire en sorte qu'en final, il n'y ait qu'une œuvre, même s'il y a un auteur, et puis qu'à un moment donné, on intervient dans l'œuvre de l'auteur. Mais avec respect, avec humilité, avec capacité d'écoute. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu donnes les clés pour le prochain. Donc il va pouvoir connaître complètement l'œuvre de 1934, il va pouvoir connaître ton œuvre également d'aujourd'hui, tes interventions, et puis la suite, elle s'écrira. Tout à fait. Quels sont les matériaux qui sont utilisés? On a du marbre, comme on voit par terre ou Escalette, sur les bois murs, Jourdan et de l'onyx blanc, de l'onyx rouge, c'est des marbres rares. Alors on avait perdu une partie de ces marbres qui avaient disparu suite à certaines interventions. Pour l'ensemble des marbres, escalette et bois Jourdan, on a coupé dans l'épaisseur de la dalle pour les ouvrir et pour faire en sorte qu'à ce moment-là, le public ne puisse plus voir, les différentes interventions. On a mis des rappliques, bien évidemment, en dessous des dalles qu'on avait coupées. Alors c'est vrai pour tout ce qui est menuiserie, les bois sont les bois les plus précieux. C'est de la loupe, c'est de la ronce, c'est des bois extrêmement fins, qui vont être polis au tampon. C'est des milliers d'heures de travail. J'ai un respect infini pour tous les restaurateurs qui ont travaillé ici et qui ont fait que le bâtiment a retrouvé cette qualité et le lustre qu'il avait en 1934. Je te propose que l'on quitte le bâtiment pour voir qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Fin de la première émission consacrée à la Villa en Pin, mais les alentours et beaucoup plus sont à découvrir la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.